Pamela Vassiliev, avocat. Bonsoir. Il y a donc bien au moins une avocate dans cette salle. Voilà. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre accent russe, qui est excellent. Je ne sais pas si vous parlez russe, mais vous prononcez très bien. Non, je fais la blague, comme on dit. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'indépendance, et je pense à l'indépendance par rapport à ces a priori. Parce que ce qui me frappe le plus, en particulier dans la presse parlée, bon, parlons de France Inter, entre autres, qui est une radio que j'écoute beaucoup, mais ça peut exister aussi sur d'autres radios, etc. C'est les journalistes qui arrivent avec des a priori. Et c'est très intéressant dans les interviews. C'est-à-dire que c'est pas un vrai interview. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de savoir ce que pense la personne, c'est de les amener à dire qu'ils pensent comme le journaliste. Et quelquefois, c'est très drôle parce que le journaliste est déstabilisé parce qu'il essaye une fois, il essaye deux fois, et la troisième fois, la personne dit non, mais je pense pas du tout ça. Et là, blanc, parce que je suis pas arrivée à faire dire à la personne que j'interviewe ce que je voulais lui faire dire. Donc l'interview est complètement à l'envers. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Le journaliste a un a priori et son interview a uniquement comme but de faire dire à l'invité ce qu'il veut. Et s'il n'y arrive pas, on a l'impression qu'il a presque raté son émission. Et c'est de plus en plus courant. Et les idées reçues dont vous parliez tout à l'heure, c'est très difficile vous prenez une information, vous allez avoir le même point de vue, le même angle d'attaque sur cette information, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et puis tout d'un coup, il y a un petit endroit où quelqu'un va essayer de dire mais est-ce que ce que je répète en boucle parce que je l'ai entendu, etc., est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de regarder? C'est très rare, ça devient de plus en plus rare, et c'est dommage. Il pourrait y avoir une autre façon s'il y avait une autorégulation. Je ne parle pas d'un conseil de l'ordre, mais une autorégulation comme il y a dans des pays comparables. Mais ça n'est pas le cas. Et évidemment, je suis consterné par ce qui arrive à Libération. J'avais fait partie des premiers actionnaires, qui plus est, donc il n'y a pas de moyen plus efficace de perdre de l'argent, je tiens à vous dire tout de suite. Vous pouvez autant le manger. Mais en même temps, comment est-ce qu'on pourrait dédouaner Libération de la responsabilité de ce qui lui arrive? Comment on pourrait faire croire que c'est la faute à la situation économique, la faute à je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un comportement complètement suicidaire dans l'attitude que vous décrivez ou dans des attitudes parentes qui sont l'arrogance, la fureur d'être original de la même manière que tout le monde, le souci de se situer non pas par rapport à un certain idéal du métier ou par rapport aux soucis de ses lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, mais par rapport aux confrères, et de surenchérir sur la fureur avec lesquelles les confrères débitent des idées reçues qui traînent partout sur la place comme s'ils les avaient fabriquées eux-mêmes. Et puis encore une fois, il n'y a pas de concurrence. Écoutez, on est quand même dans un pays dans lequel le présentateur d'un journal télévisé de la plus grande chaîne peut avoir été condamné jusqu'à la Cour de cassation à 15 mois de prison avec sursis pour avoir vendu le fauteuil de son interlocuteur et recevoir la Légion d'honneur et interroger le président de la République en lui disant « C'est vrai que c'est pas vous qui avez payé vos billets d'avion ?» La complaisance de tout le monde, nous compris, à l'égard de situations de ce genre, est une explication de l'impunité qui fait que pourquoi est-ce que je m'enquiquinerais à faire attention à des principes ou à me soucier de mes lecteurs, de mes auditeurs, de mes téléspectateurs, si de toute façon je peux me servir au lieu de servir. Il y a une histoire, je vais essayer sinon de le montrer, au moins de l'évoquer. Il y a une histoire de rapport entre la presse et les pouvoirs, et tous les pouvoirs, qui est spécifique à la France. Mais
je n'irai pas jusqu'à dire que les journalistes français ont un chromosome en moins ou en plus qui fait qu'ils sont particulièrement sensibles à la corruption, à la vanité et au mensonge. Ou que les journalistes américains, par exemple, ont eux un chromosome en plus qui les met à l'abri. Simplement, il y a une profession qui fonctionne et une concurrence. Je prends un exemple qui est assez fameux, c'est celui de ce prix Pulitzer, la distinction éminemment recherchée aux États-Unis, qui avait été attribué à une journaliste du Washington Post, qui n'est pas exactement une feuille de chou, pour une succession de reportages menés à Harlem autour d'un gamin de 8 ans qui gagnait sa vie et celle de toute sa famille en dealant du crack. Le reportage avait été repris, avait bouleversé l'Amérique, et cette consoeur, noire elle-même, avait reçu le prix Pulitzer. 3 ans après, elle a dû rendre le prix Pulitzer. C'était bidon. Ce jeune homme, ce garçon n'existait pas et tout avait été bidonné. Mais pourquoi est-ce qu'on a su que ça avait été bidonné? Parce que la même année où cette consoeur avait reçu le prix Pulitzer, le New York Times avait un candidat qu'il considérait comme très bon. Et de ne pas avoir eu le Pulitzer cette année-là, ça les a mis vénères, pour parler jeune. Et ils ont, comment dire en anglais, ils ont senti qu'il y avait un rat, un loup. Et donc ils ont enquêté. Et ils ont trouvé que c'était bidon. Et ils l'ont publié. Et c'est la concurrence entre les journaux qui a fait que cette situation a été moralisée. La consoeur a rendu le prix Pulitzer, a rendu l'argent et a dû quitter la profession. J'ai cité un exemple d'un présentateur d'un journal télévisé, mais je peux en citer un autre, d'un autre présentateur d'un autre journal télévisé qui a expliqué à l'antenne, quand la fille de cette pauvre Bernadette Lafont avait disparu, qu'il savait très bien où elle était. Elle était morte. Elle était cachée nulle part. Elle était morte. Et tout ça n'a eu aucune conséquence sur la carrière de ce garçon. Et je peux en citer comme ça. Je peux remonter même dans le temps et dire que le journal qui a annoncé l'atterrissage de Ningesser et Colli aux États-Unis, certes, le journal a disparu, mais le rédacteur en chef qui a annoncé cette nouvelle, il a prospéré jusqu'à la retraite. C'est comme ça, c'est quelque chose dont il est extrêmement difficile d'inverser le cours et qui repose sur une complaisance, une complicité, appelez ça comme vous voulez, qui est générale, qui tient peut-être aussi au fait que nos professions, au fond, sont peut-être craintes, sont peut-être détestées, mais ne sont pas considérées, qu'elles sont méprisées, et qu'au fond, des présentateurs de journaux télévisés qui trichent, bof, ça n'étonne personne, et ce qui étonnerait, ce serait d'apprendre qu'ils ne trichent pas. J'aimerais, moi, vous poser une question, Stéphane Lataste, avocat. J'aimerais avoir votre point de vue sur la presse gratuite. Est-ce que la presse gratuite a tué la presse ? Ou bien est-ce que c'est parce que la presse était morte que la presse gratuite a pu prospérer comme elle le fait, si je puis dire, quand je parle de prospérer. Mais on diffuse énormément de journaux gratuits. On ne diffuse plus finalement que ça. Manifestement, je la lis rarement, mais on n'y trouve que des dépêches AFP. Mais il est vrai que dans beaucoup de journaux généralistes, on y trouve aussi beaucoup de dépêches AFP. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, par rapport justement à journalisme et démocratie. Écoutez, la mauvaise santé de la presse française a toujours cherché un bouc émissaire. Alors ça a d'abord été la télévision. On a expliqué que la télévision tuait, enfin d'abord c'était la radio. Non. Puis après on nous a expliqué que la télévision tuait la presse. Mais pourquoi est-ce que la télévision tuerait la presse? Deux des pays dans lesquels la presse écrite se porte le mieux, la Grande-Bretagne et le Japon, sont des pays... Le Nihon Asahi Shimbun tire à 14 millions d'exemplaires. Si vous remettez les choses en proportion, ça veut dire qu'on aurait un quotidien qui tirerait à 7 millions d'exemplaires. La presse japonaise et la presse britannique se sont développées dans des pays dans lesquels la télévision commerciale a commencé sa carrière dès après la guerre, en 1953 en Grande-Bretagne et juste après la guerre, enfin au moment du redressement au Japon. La télévision n'a jamais tué la presse écrite. La presse écrite a été incapable d'apporter à ses lecteurs, a été de plus en plus incapable, car ça a été de plus en plus vrai, il faut bien reconnaître, ce qu'il ne trouverait, il n'aurait pu trouver que dans la presse écrite. C'est la même chose avec la presse gratuite. Pourquoi est-ce que les gens iraient acheter des journaux, puisque ces journaux ne leur parlent pas d'eux?
Donc ils achètent un journal pour passer le temps. Les journaux ne leur parlent pas de la société dans laquelle ils vivent. Les journaux ne leur parlent pas de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils voient dans leur vie professionnelle, dans leur vie d'habitants d'une ville, d'un village ou d'une région, dans leur vie de passagers des chemins de fer, dans leur vie de conducteurs, dans leur vie de tout ce que vous voudrez. Donc ils achètent un journal pour passer le temps quand ils sont dans le train ou dans le métro. Quand on leur donne ce journal pour rien, on peut s'estimer heureux comparé à d'autres versions des mêmes titres dans d'autres pays. Je peux dire que 20 minutes espagnol et 20 minutes français, heureusement qu'on n'a pas le 20 minutes espagnol, qui est un torchon côté duquel Closer pourrait aisément passer pour la revue des deux mondes. Enfin, non, des deux demi-mondes. Donc voilà, il y a en effet beaucoup de dépêches, il y a un petit peu plus de reportages. Quels sont les titres qui s'en tirent en France? Ou plus exactement, qui vont moins mal que les autres? Il y en a deux. Et la Croix. La Croix et le Parisien. Et pourquoi? D'abord parce que la Croix a enfin décidé d'assumer il y a quelques années que c'était un journal catholique, qu'ils n'avaient plus besoin de se cacher, que donc ils ont donné une place importante aux informations religieuses. Et le Parisien parce qu'il est retourné au reportage. Et le Parisien Magazine, je vous assure, hein, c'est autrement moins snob et plus intéressant que certains magazines publiés par certains quotidiens de l'après-midi. J'ai nommé personne. Et donc, je ne crois absolument pas que la presse gratuite, et je pense qu'elle n'est venue que parce qu'il y avait une place pour qu'elle vienne, et que cette place pour qu'elle vienne est celle que l'autre presse lui a laissée, faute d'être elle-même indispensable. En plus, je me suis un peu étendu sur la partie gestion de la presse et les conséquences de cette régie d'État qui a géré la presse pendant 10 ans, qui a eu des conséquences techniques incroyables, en mettant, encore une fois, la presse à l'abri de l'évolution technique. Quand on m'a proposé de devenir journaliste, j'avais fait la connaissance, dans d'autres circonstances, d'un Irlandais qui était le rédacteur en chef de l'Irish Times. Et donc je me suis dit, tiens, je vais l'appeler, je vais lui demander si je ne peux pas aller passer un peu de temps dans son journal pour voir un peu comment fait un quotidien irlandais. C'était l'Irlande d'avant l'entrée dans l'Union, ou à peine. Enfin, c'est l'Irlande de 79, je crois, ou 80, enfin, celle du voyage de Jean-Paul II. Le premier voyage de Jean-Paul II, il m'avait dit, ben justement, il y a le pape qui vient, ça va être marrant de voir les Irlandais avec le pape. Et en effet, c'était assez marrant. Et donc, je suis allé visiter d'abord l'endroit où tout ça se passait. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans la rédaction. Chaque fois que j'arrivais, quelqu'un me disait « C'est toi, Philippe ?» Je disais « Ah, si on allait au pub ?» Mais enfin, j'ai fini quand même par rentrer dans les bureaux. Et puis on apprend des tas de choses au pub. Et le bistrot, comme me le disait Jacques de Rogy, si j'avais pas fréquenté les bistrots, j'aurais un, pas rencontré ma femme, et deux, pas appris ce que c'était que le journalisme. Mais... donc, quand j'ai visité l'imprimerie, en 80, le Irish Times d'une Irlande qui était totalement sans rapport avec ce qu'elle est aujourd'hui, était déjà fait par ordinateur, c'était déjà filmé. Quand je suis arrivé à l'Express, la même année, le journal était encore au plomb. Et quand Jimmy Goldsmith, qui n'était pas exactement un philanthrope, a trouvé que ça commençait à bien faire, tous ces gens employés, il a négocié avec la férocité qui était la sienne avec les syndicats. Il y avait 3,9 employés pour un poste. Il a réussi à faire descendre à 2,6. C'est comme ça, les motards de presse, etc. Enfin, on pourrait vous en raconter jusqu'à demain en matière de gestion. Mais cette incapacité que nous avons à être indispensables, nous, à la radio, on a encore une chance. Encore que nos auditoires fichent le camp. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On a beau taper... C'est pas compliqué. Plus les gens tapent sur les tambours pour dire qu'ils sont en tête de toutes les audiences, qu'ils ont encore augmenté, etc., plus vous pouvez être sûr que c'est le contraire qui se passe. Ou que c'est des augmentations non significatives qui sont montées en mayonnaise pour avoir l'air. Mais nous, qu'est-ce qui sauve la radio? Les embouteillages. Donc, je suis un ardent défenseur de la voiture. François Thétault, avocat. Monsieur Philippe, vous parliez tout à l'heure de la fonction très importante des reportages pour permettre de se situer, et vous faisiez référence à cette charnière de la France rurale à la France industrielle. Et effectivement, la question est celle de nous situer. Où sommes-nous par rapport à une société qui a évolué? Et évidemment, quand on transpose cette question maintenant, avec les révolutions qui sont en cours, et notamment cette distinction que vous connaissez bien entre cette verticalité ancienne
et cette horizontalité qui commence tout de même à se créer petit à petit, où l'information se partage, en tout cas entre les jeunes, c'est tout à fait éclairant, n'est-ce pas? Les printemps arabes ont été, semble-t-il aussi, l'occasion de vérifier que des informations se diffusant de façon horizontale avaient des vertus considérables. Vous avez tout à l'heure répondu à Pierre Dilange qui vous posait la question sur la presse Internet, et vous étiez plutôt critique aussi vis-à-vis de la presse Internet. Mais alors, y a-t-il quelque part une lumière, une boussole qui pourrait maintenant, ou peut-être demain, venir nous éclairer, nous aider à nous situer pour mieux comprendre? Et nous avons vraiment autant que nous en avions besoin à l'époque de cette France qui passait de la ruralité industrielle au monde industriel, à savoir où nous sommes et où nous allons aller et où nos enfants vont aller. Voyez-vous un espoir, une petite lumière quelque part? Écoutez, je ne suis pas aveuglé. C'est sans doute aussi parce que je pensais qu'il fallait s'y mettre que je m'y suis mis moi-même il y a 2 ans pour faire le livre dont vous avez parlé. C'est aussi pour ça que je fais de mon mieux pour faire connaître, elle n'a d'ailleurs pas besoin de moi, mais ça ne peut qu'aider, le livre de Florence Aubenas ou celui de Jean-Paul Kaufmann, qui n'a pas davantage besoin de moi. Mais tous ces livres de gens qui se soucient de l'autre, du monde. Mais de là à espérer... Oui, bien sûr, je vois bien qu'il y a des gens, y compris des jeunes confrères, qui viennent nous demander comment ils pourraient faire. Enfin, comment... Et qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Vous voulez que je dise qu'ils aillent où? Mais enfin, on essaye quand même. Mais je pense que ça n'est pas... Comme disait, je ne sais plus dans quel film, ce dialogue de Michel Audiard, des gens qui s'intéressent aux autres, c'est comme des poissons volants, ça existe, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Alors, maintenant, on ne sait pas, c'est comme pour la politique, si vous voulez, qu'est-ce que la crise de la représentation de la société à quoi peut-elle conduire? À ce que les gens renversent la table, à ce que les choses se passent ailleurs. Moi, ce qui me frappe dans la France que je viens de traverser, parcourir, explorer pendant 2 ans, c'est que la politique en est complètement absente. Ça n'intéresse personne. Les gens qui font des choses, et Dieu sait que j'en ai rencontré, et quelquefois des choses étonnantes, avec une bonne humeur formidable, les gens ont pris leur parti de ce que la politique ne pouvait être qu'un adversaire. Comme l'administration, d'ailleurs. Dans un pays qui est à la fois suradministré et sous-administré. Vous ne pouvez pas essayer de faire quelque chose sans avoir 25 formulaires à remplir tout de suite. Je discutais, j'ai un ami et compatriote à Véronay qui a été une grande responsabilité dans la police, mais il ne les a plus, il est à la retraite depuis un bon moment, et qui me disait à quel point, à l'occasion du déménagement du quai des Orfèvres, ça cause. Et alors, il y va, puis lui-même, ça lui fait un choc, quand même. C'était, comme ça vous fait à vous, j'imagine, d'aller dans le septentrion ou dans l'Orient, je ne sais pas ce qu'il faut dire, lointain de Paris. Et il me dit, tu comprends, c'est quand même terrible. Ils ne font plus que de l'ordinateur. Mais c'est pas parce qu'ils veulent pas y aller. C'est parce qu'il faut qu'ils fassent tellement de rapports sur tellement de trucs qu'ils passent les 2/3 de leur temps, etc. La même chose sur... il m'expliquait comment le commissariat était organisé autrefois avec un responsable d'un bout de quartier, etc. Enfin bref, tout ce que tout le monde sait, tout ce que je l'ai écrit. Moi, j'ai écrit un livre sur la gendarmerie en 1980. J'ai écrit qu'au train, on technocratisait la gendarmerie, on allait en faire une arme. Enfin, on lui retirait son efficacité. Qu'est-ce que c'est le gendarme? C'est un ruminant. Le gendarme, il rumine de l'information. Il va la récolter tous les jours, comme la vache va brouter. Et puis, un beau jour, au moment où il faut le traire, bang, il tombe ce qu'il faut et on arrête le type de casse de la Société Générale à Nice. Voilà, c'est un brave gendarme. Il n'a pas mordu les Russes. Il n'a peut-être pas un QI supérieur à 80, ou peut-être qu'il en a 150, j'en sais rien. Mais il a fait ce travail
simple et de rumination qui fait que la relation avec ce que la doctrine de la gendarmerie a toujours appelé la partie saine de la population, j'ai toujours adoré ça, fait qu'on est au courant et on sait des choses. Non seulement on a retiré par l'organisation de la gendarmerie cette capacité, là aussi, à connaître la réalité, ce reportage qui est le travail du gendarme, mais par-dessus le marché maintenant, avec la réorganisation sous le même ministère et l'intercommunalité des brigades, ce qui fait, j'en ai fait l'expérience moi-même, que si vous passez 7 heures du soir dans le nord de l'Aveyron et que vous avez besoin des gendarmes parce qu'il y a un casse qui est en train de se commettre, vous tombez sur une voix enregistrée qui vous dit « Bonjour, ici la gendarmerie nationale. Si c'est pour un meurtre, tapez sur le 1. Si c'est pour une agression à main armée, tapez sur le 2. Si c'est pour un vol avec effraction, tapez sur le 3. Si c'est pour un viol, ne bougez plus. » Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne vois rien dans le moment, mais en même temps, on ne sait pas. Je devrais aussi dire que je viens de rencontrer des gens qui font le contraire de ça. Je les ai rencontrés dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, des gens dire un maire d'une commune de 300 habitants qui, le jour où on lui a dit qu'on allait fermer l'école, a dit « je peux pas. Si on ferme l'école, le village est mort, il me faut des élèves ». Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 3-4 maisons en mauvais état, il les a préemptées et rachetées, et il est allé à Pôle emploi de l'époque, enfin la NPE de l'époque, il a dit « écoutez, les gens qui viendront, on leur donne la maison, il faut qu'ils la rénovent, on leur fait un bail amphithéotique, il faut qu'ils rénovent la maison, mais ça sera chez eux. Simplement, ils ont intérêt à avoir des enfants. » La première famille qui est venue, ils avaient 6 enfants. Ils avaient un nom fortement maghrébin. Ça a posé un peu de problème dans ce coin perdu des Vosges, mais très vite. Et maintenant, non seulement l'école, c'était en 89, non seulement l'école a toujours des enfants, mais en plus, il a monté autour de ça des activités, etc. Donc, peut-être que tout à coup, ce sont ces gens-là qui vont faire l'événement. Peut-être que c'est ces gens-là qui sont à 99 degrés et puis ça va bouillir demain parce qu'ils seront à 100. C'est pas évidemment ce que je vois, mais je ne peux... de même que je me sens le directeur de conscience de personne, je ne me sens le prophète de rien. Mais si vous voulez, quand je prends d'autres exemples, je m'intéresse beaucoup à Paris. J'ai publié 2 ouvrages sur Paris. J'étais en effet candidat aux élections municipales, non pas tant pour faire de la politique, parce que si je suis un ami personnel, comme on dit, de François Bayrou, je ne suis pas tout à fait dans ces... Comme j'ai dit à ses amis, le centre n'est pas mon milieu. Je suis un vieux rocardien et je le resterai périndé à cadaver. Mais enfin, François m'a proposé d'aller défendre mes idées sur Paris à l'occasion d'une campagne électorale. Moi, j'ai cru en effet qu'on pouvait défendre des idées dans une campagne électorale municipale. Je dois dire qu'entre Mme Cohen-Solal et M. Tibéri, c'était peut-être pas très judicieux. Mais enfin, je l'ai fait comme ça. Voilà, j'aurais eu vécu ça, comme on dit dans la Je ne les avais pas nommés. Mais quand je vois... Nous avions publié avec Pierre Nora et Françoise Cachet en 1994 un numéro du débat qui disait « Attention, l'irruption du tourisme de masse fait que Paris pourrait bien être menacé d'évoluer comme Venise, c'est-à-dire de perdre sa population progressivement et d'une homogénéisation sociale terrible. » Quand je vois la maire actuelle de Paris qui explique que ce qui manque à Paris, c'est des hôtels 5 étoiles, et qui par conséquent fait tout ce qu'il faut pour aggraver ce mouvement qui est déjà très, 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 très avancé, et qu'en face d'elle, il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition de politique de parti, de politique de clan, mais il n'y a pas une opposition, il n'y a pas de contenu. Je n'ai vu personne se lever à droite, ni chez les écologistes, pour dire « mais attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'achever, d'assassiner la capitale ». Et je pense que, en dépit du vote contraire du conseil municipal, la tour Triangle verra le jour parce que Mme Hidalgo a déjà annoncé qu'elle n'en avait rien à secouer du vote et que je vois bien derrière les philanthropes de la Fédération du bâtiment qui commencent à aller voir à droite et chez les écologistes en leur disant « vous vous présentez la prochaine fois, vous avez besoin de rien ?» Donc on aura la tour Triangle, comme on a la rénovation, puisque ça s'appelle comme ça, de la poste de la rue du Louvre, comme celle de la Samaritaine, et puis on aura des 5 étoiles. Et cette ville deviendra un décor et une ville de passagers dans laquelle il sera de plus en plus difficile
non pas aux pauvres, mais simplement aux gens qui ont des revenus fixes, quoi. C'est des gens, des retraités qui n'ont pas la perspective de voir leurs revenus augmenter, sinon de l'inflation, et encore s'ils ont de la chance, et qui donc, au bout d'un moment, vu l'enchérissement de la vie, ben c'est tout simple, on apprend ça maintenant même en terminale. Enfin, c'est-à-dire à partir du moment où il ne reste plus dans un quartier où il y avait 7 bouchers, où il n'en reste plus qu'un, ben le boucher en question, il monte ses prix de 25%. Et donc les retraités ou la veuve de professeurs agrégés, ben, elle s'en va parce qu'elle ne peut plus payer. Et ça, c'est une municipalité de gauche, hein, les gens qui s'intéressent aux pauvres, qui non seulement s'en fichent complètement, mais le favorisent avec une satisfaction. Mais on les comprend, c'est beaucoup plus amusant d'aller dans des hôtels 5 étoiles que d'aller voir des pauvres dans des foyers sociaux ou même des gens. Donc voilà. D'ailleurs, il y a une photo formidable qui montre ça. On la voit sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est quand la reine d'Angleterre nous a rendu visite. Ils sont au quai aux Fleurs, je crois. Il y a François Hollande, la reine d'Angleterre et Madame Hidalgo. Il pleut, évidemment, puisque François Hollande est sorti. Donc François Hollande est en costume et la reine d'Angleterre est en tailleur. Et Madame Hidalgo est aussi en tailleur, mais il y a quelqu'un qui lui tient un parapluie. On tient le dé. Spitting image, comme disent les Anglais. Tout au fond, là-bas, il y a... Oui, je vois dans C'est question d'auditrice, en fait. Une fois, j'avais entendu votre autobiographie. Vous aviez parlé de votre éducation chrétienne. Et donc là, 3 fois, vous nous avez parlé de directeur de conscience. À propos de la non-sélection des journalistes ou de non-régulation, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause du pardon ? Pardon. Le pardon latin. Et l'autre question, c'est que dans votre émission, vous parlez beaucoup d'Europe. Et comment se fait-il que dans la presse écrite, l'Europe soit si peu présente ? Je vais toujours commencer par répondre à la deuxième, c'est plus facile. Oui, dans mon émission, on parle volontiers de l'Europe, parce que enfin, c'est une émission un peu particulière. Mais l'Europe, personne n'a encore trouvé le moyen d'intéresser les autres à l'Europe. Un jour, je voulais faire un livre sur l'Europe, et j'en ai parlé avec Jean-François Degnaud, qui était un ami, et Jean-François me dit « Tu me connais, tu sais que chaque fois que je fais un livre, il se vend très bien. Même quelquefois quand ce n'est pas le meilleur livre que j'ai fait, même quand il est un peu faible. Mais le seul sujet sur lequel j'ai fait un bide, mais monumental, c'est l'Europe. » François de Closet, la même chose, etc. Personne n'a trouvé le moyen d'intéresser les autres ni à l'Europe réelle, ni à l'Europe institutionnelle. Quant au pardon, si je comprends bien, vous pensez qu'on a pardonné à tous les journalistes qui se sont mal conduits. Mais qui aurait pardonné ? Enfin, eux se sont pardonnés à eux-mêmes, ça j'ai bien compris, mais je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé pardon dans cette communauté, et je ne crois pas que le pardon soit un truc comme ça qui tombe comme la pluie. Enfin, je me souviens d'avoir organisé à la demande du cardinal Lustiger à la Toussaint 2004 trois succès d'année de l'esprit public, si je puis dire, autour de la sainteté. Le cardinal m'avait dit, écoute, il n'y a qu'à prendre 3 personnes qui sont dans les tuyaux pour devenir saints, et puis essayer de réfléchir aux vertus qu'on leur prête, puisqu'on les a foutus dans les tuyaux. Et alors, il y avait le cardinal Effre, Monseigneur Affre, qui était archevêque de Paris en 1848, qui s'était interposé pour essayer d'empêcher les massacres, et qui y avait pris une balle définitive. Il y avait Jacques Fesch, qui est cet assassin qui, rue Vivienne, en pillant un changeur de la rue Vivienne, avait tué un policier, et qui s'était converti en prison, et qui lui avait demandé pardon. Et il y avait Geneviève Antonios de Gaulle sur la question sur la charité. Donc c'était l'un sur l'Église et la société, l'autre sur le pardon, et l'autre sur la charité. Sur le pardon, j'avais demandé à Jacqueline de Romilly de venir et de débattre avec le cardinal Schönborn et le cardinal Lustiger. Et Jacqueline de Romilly avait fait une formidable sortie sur la différence entre le pardon chez les Grecs et le pardon chez les chrétiens. Le pardon chez les Grecs était un pardon politique.
C'est un pardon fréquent, mais un pardon politique, et donc d'ailleurs un pardon réversible. Le pardon chez les chrétiens demandait une toute autre démarche, et d'abord la reconnaissance par celui qui va bénéficier du pardon du fait qu'il en a besoin, et que donc qu'il a commis une faute. Je suis tout prêt, si tant est que mon pardon ait la moindre valeur, à examiner les demandes en pardon de toutes les canailles qui traînent dans mon métier. Enfin, je dis canaille, c'est un terme technique, mais pardon. Je crois qu'il vous faudra un micro. Très bien. Merci. Non, je suis un retraité qui n'a rien à voir avec la magistrature et qui est un peu engagé politiquement. Je voudrais savoir votre position. Vous n'avez pas parlé de la révolution du numérique d'une manière très concrète. Je prends un cas. Vous voulez avoir les résultats d'un match de foot, c'est pas la peine d'écouter la radio ou d'aller acheter l'équipe. Vous avez des réseaux dans lesquels vous avez toutes ces informations. La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est votre position par rapport aux réseaux sociaux. Je reprends un sujet d'actualité qui peut être, je sais pas moi, la guerre en Iran ou en Irak ou en Afghanistan. Vous avez des réseaux sociaux dans lesquels on peut rechercher de l'information qui vous intéresse sans passer par de la presse écrite. Et je voudrais avoir votre position sur ces deux points-là. Merci. La révolution numérique, ça recouvre une quantité de choses qui sont extrêmement différentes. Les résultats de matchs de foot, vous pouvez en effet les avoir en temps réel, comme on dit, parce qu'il paraît qu'il y a un temps qui est irréel. Mais l'analyse du match, l'histoire d'avant et d'après, c'est pas exactement la même chose que le temps réel, et vous le trouverez d'ailleurs peut-être aussi sur votre ordinateur. Mais la révolution numérique n'entraîne aucune valorisation, aucune amélioration particulière de contenu. Mais par contre, la révolution numérique a permis, par exemple, au moment des révoltes étudiantes en Iran, ou il y a très peu de temps à Hong Kong, de provoquer des circulations d'informations, des rassemblements, etc., qui sont voués à des succès plus ou moins grands ou plus ou moins petits. Mais là, effectivement, l'instrument permet quelque chose qui n'existait pas avant. Après, la difficulté de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, c'est évidemment que la règle d'or du journalisme, qui n'est appliquée que très rarement, en tout cas dans notre pays, mais qui est ce que les Anglais appellent to check and to double check. On ne publie rien qui n'a pas deux sources. Là, il n'en est rien. Et la manipulation ou simplement l'erreur de bonne foi peuvent avoir des conséquences considérables. Alors, évidemment, ce qui est aussi important avec la révolution numérique, c'est l'amplification de la circulation d'une information. Closer publie que le vice-président du Front National a été vu à Vienne avec un monsieur qui est connu pour être homosexuel. Les réseaux sociaux font que... Bon, je ne sais pas si vous avez lu d'ailleurs le garçon avec qui était M. Philippot a publié une lettre ouverte à la directrice de Closer qui est très impressionnante de sérieux et de dignité, mais qui se termine, à mon avis, par une chose. Il dit « Vous ne comprendrez que quand vous aurez un suicide sur la conscience, mais heureusement ce ne sera pas le mien. » Il a tort. Elle ne comprendra rien, ni avec un suicide, ni avec 50. Le seul point de vue qu'elle aura sur ce suicide, c'est comment on peut le traiter pour que ça augmente les ventes. Et est-ce qu'on pourrait par hasard trouver une photo de la boîte de médicaments ou du revolver avec lequel celui-là se serait suicidé? Donc là, il y a en effet quelque chose, mais dont on n'aperçoit pas les moyens de régulation. Ce qui est un peu terrifiant, parce que cette régulation repose sur la conscience de ceux qui mettent en ligne ces informations. Et en reposant sur leur conscience, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien stable. Donc, la révolution numérique, c'est au moins autant de problèmes nouveaux et aggravés que de solutions comme celle
ou de solutions, en tout cas de moyens comme ceux qui ont permis aux étudiants révoltés en Iran ou à Hong Kong de faire connaître leur révolte et surtout de se regrouper, de se tenir autant que faire se pouvait. Et votre autre question, non, c'était juste sur la révolution numérique. Pardon. Au dernier rang, il y avait... Oui, il y avait une dame au dernier rang là-bas. Oui, bonsoir monsieur Hassan Alouab, je suis avocat. J'écoute bien entendu Esprit Public avec beaucoup d'intérêt et j'avais juste deux petites questions pour rebondir sur ce que vous avez dit. D'une part sur le problème en fait des journaux d'investigation et de la nécessité par ailleurs de dénoncer certaines fautes commises par des journalistes. En fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction dans le fait que, d'une part, les journalistes d'investigation, il faut s'en méfier, et que, par ailleurs, il faut aussi dénoncer certains comportements, notamment le journaliste que vous avez évoqué tout à l'heure. Et la question, c'est que moi, je pense beaucoup aux sociétés dans les pays nordiques, dans lesquelles, justement, ce type de situation ne se produisent pas, parce que déjà, culturellement, il y a une certaine finalement culture de la transparence et finalement si on veut tendre à une situation dans laquelle il y aurait moins de comportements tels que celui du journaliste que vous avez évoqué, est-ce que pas plus de garde-fous et donc les journalistes d'investigation auraient malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, un rôle fondamental? Non mais je ne dis pas qu'il faut se méfier des journalistes d'investigation, je dis qu'il faut avoir une vue juste de ce que c'est que l'investigation. L'investigation fonctionne à partir d'une délation. Cette délation est souvent fondée, mais elle pose aussi un problème. Point à la ligne. Sorti de là, ceux de mes confrères qui se présentent, d'ailleurs en général ils détestent qu'on leur dise qu'ils sont journalistes d'investigation, mais ceux qui font ce métier-là, il n'y a pas plus de raison de se méfier d'eux qu'il y a de raison de se méfier de ceux qui font la critique cinématographique ou la critique littéraire, et Dieu sait. Mais je ne les vois absolument pas comme un garde-fou. J'ai pas dit qu'il fallait dénoncer non plus le journaliste qui ou les journalistes que. J'ai pris cet exemple pour montrer à quel point l'impunité était notre affaire à tous. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes les garde-fous, c'est pas ni un ordre professionnel, ni une plus grande sévérité des lois, ni une pratique de la délation ou de la surveillance systématique des uns par les autres qui améliorera la situation. Je pense que nous sommes malheureusement toujours dans une société de cours. Et dans cette société de cours, ce qui compte, ça n'est pas de respecter la loi, c'est d'avoir la possibilité de l'enfreindre de manière impunie. Cette possibilité reste très grande, dans beaucoup de domaines. Et par conséquent, parce que je ne voudrais pas non plus avoir l'air de faire comme s'il n'y avait que la corporation des journalistes qui était atteinte par ce phénomène. Je crains fort que les grands corps de l'État ne jouent aussi de la même manière, que la solidarité entre leurs membres ne permette à chacun d'échapper aux responsabilités des actions qu'il a pu conduire et des erreurs qu'il a pu commettre. Le mal est celui d'une société de cours, d'une société dont je crois qu'elle est peu apte à la démocratie, et que plus je l'entends parler de transparence, moins je vois la démocratie, parce que la transparence, c'est cette espèce de surveillance jalouse et de goût de la vengeance qu'on sent monter absolument partout. Et en même temps, plus je déplore que la presse, qui pourrait être cet outil, non pas à travers la délation et la surveillance, bien entendu, il y a aussi un rôle de contrôle de la parole publique, mais à travers cette capacité à former des citoyens en leur disant voilà le monde dans lequel vous êtes, voilà les responsabilités, si vous voulez prendre des responsabilités, voilà le monde dans lequel il vous faudra les prendre. Je pense que la presse ne joue que très marginalement, très peu et trop rarement ce rôle. Mais pour le reste, j'ai pas plus envie d'être le directeur de conscience que je n'ai envie d'être le garde-chiourme d'un métier d'ailleurs, au nom de quoi je pourrais le faire. Merci.
Alors, je m'aperçois que j'avais une personne que j'avais oublié de remercier. C'était Madame Saunier-Seïté, grâce à laquelle vous êtes journaliste. Donc, merci Madame Saunier-Seïté. Alors, dernière petite annonce. Premièrement, la prochaine conférence du Palais littéraire sera le 14 janvier prochain. Viendra quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Jean-Noël Jeanneney, ancien secrétaire d'État, 2 fois secrétaire d'État. Ancien président de Radio France et qui a écrit Ancien sur la président corruption de la Radio presse France, entre voilà. les 2 guerres, un livre remarquable. Et qui est revenu essentiellement à son travail d'historien et qui va nous parler, puisque c'est le centenaire, de Clémenceau, donc à partir d'ailleurs d'un livre qu'il avait écrit en 2005, donc Clémenceau, un homme libre, que nous l'entendrons avec plaisir, donc le 14 janvier prochain. Je voulais encore vous dire que nous allons, j'avais oublié dans les multiples distinctions et honneurs de M. Philippe Meyer, il a beaucoup de décorations, il a reçu des trophées comme les 7 d'or, etc. Mais il en a un que je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai lu dans votre biographie. Mais c'est vrai, c'était pour Nuremberg à Nuremberg. Frédéric Rossif était bon. Ce qui était d'ailleurs remarquable. D'ailleurs, Nuremberg à Nuremberg, j'en ai pas parlé, mais c'était tout à fait remarquable. Et vous étiez l'auteur du texte, me semble-t-il. Bon, mais en ce qui concerne ces multiples distinctions dont je parle, je m'étais étonné de voir que vous étiez chevalier du mérite agricole. Or, vous allez voir où j'en viens. Or, il apparaît qu'effectivement, Philippe Meyer est également énologue parmi ses multiples talents. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'il a été décoré du mérite agricole. Et en tout cas, en son honneur, et comme dit la chanson, nous boirons un petit coup en sortant d'ici. Et pendant ce temps-là, il pourra vous dédicacer son livre, son dernier livre nouvellement paru, Les gens de mon pays. Et peut-être d'ailleurs, François Thétault, y trouvera-t-il la lumière qu'il cherche et nous la trouvons certainement. Et enfin, je souhaite, puisque c'est la dernière de l'année, je souhaite, suivant vos propres pensées, une lumineuse Hanouka, un joyeux Noël ou pour tous, de toute manière, une bonne année pour 2015. Merci.